Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée, bienvenue à tous dans cette matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Didier Guillaume. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat et sénateur de la Drôme. Et pour vous interroger ce matin à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Didier Guillaume, visiblement Laurent Fabius jette l'éponge à contre-cœur face à la polémique qu'il renonce à la présidence de la COP 21. Est-ce que c'est bien ? Oui, à contre-cœur, je le pense. Parce qu'il aurait aimé aller jusqu'au bout, aller jusqu'à Marrakech, la COP 22. Il aurait aimé signer lui-même. Ça a été un immense président de la COP 21. Si cette COP a réussi, on lui doit beaucoup. Et je pense qu'il doit au fond de lui aujourd'hui beaucoup de regrets et d'amertume de dire je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais en même temps, président du Conseil constitutionnel, je crois qu'on ne peut pas... C'est bien qu'il renonce. Oui, bien sûr. Mais l'idée même d'avoir voulu cumuler les fonctions de président du Conseil constitutionnel et de la COP 21, ça ne vous choque pas? Non mais cumuler, il n'a rien voulu cumuler. Le mot cumul, quelques mois, quelques semaines. N'a pas de sens. Il est président du Conseil constitutionnel et parallèlement, il aurait voulu mener au bout, les négociations et la signature de la COP 21. C'était ce qu'il comptait faire. Et je pense que c'était son intime conviction. Parce qu'il aurait pu apporter encore. Voilà, au bout du compte, ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas cumuler ce genre de fonctions. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Oui, c'est pour ça qu'il renonce à contre-cœur, vous l'avez dit vous-même. À contre-cœur, je le pense, oui, parce qu'il aurait été magnifique dans ce poste. Oui, et alors que pensez-vous, puisque vous êtes appliqué, vous, la règle du non-cumul, en renonçant à la tête du Conseil général de la Drôme l'an dernier, que pensez-vous de l'exemple donné par Emmanuel Cos et Jean-Vincent Placé, qui entrent au gouvernement, mais veulent rester au Conseil régional d'Île-de-France? Ah mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ils sont totalement dans la règle fixée par le président de la République. Le président de la République ne veut pas d'exécutif. Manuel Valls est lui-même élu à Évry. On ne lui a pas demandé de démissionner, ça c'est bien normal. Mais conseiller régional quand même, c'est un travail à plein temps. Je sais pas, conseiller régional, ce n'est pas un travail à plein temps. Je ne sais pas ce qu'ils feront. En tout cas, moi je me suis appliqué la règle de limitation du cumul, parce que je pense qu'il est très difficile d'exercer un mandat de parlementaire et un mandat d'exécutif local, départemental ou régional. Quand je vois ce qui se passe dans ma région avec le président de la région ou autre, je me dis que tout ça, c'est encore la vieille façon de faire. Oui, mais justement, en parlant de vieille façon de faire, vous ne croyez pas que les Français s'interrogent sur la façon d'entrer au gouvernement pour des écologistes et de rester conseiller régional? Non, je ne crois pas qu'ils s'interrogent là-dessus, les Français. Les Français s'interrogent de la façon dont le remaniement a été fait. Ils s'interrogent de qu'est-ce qui va changer dans les jours et les semaines qui viennent en matière économique, en matière sociale, en matière de sécurité, plus que là-dessus, dans tous les gouvernements. Enfin, les ministres sont des élus locaux. Donc ils gardent un mandat local. Qu'ils ne puissent plus être maire, président de région, président de département, adjoint au maire, c'est bien compréhensible. Mais le reste, non, moi ça ne me choque pas plus que ça. Gilles Leclerc. Alors, sur le fond, justement, à propos de l'emploi, le gouvernement, Manuel Valls en l'occurrence, laisse entendre qu'il pourrait peut-être lier le pacte de responsabilité à la création d'emplois. Est-ce que vous trouvez vraiment que les entreprises ne jouent pas le jeu ou n'ont pas assez joué le jeu? Je pense aussi par rapport au CICE, par exemple. Le pacte de responsabilité est une mesure exceptionnelle. Tous les gens que je rencontre dans la Drôme ou ailleurs me le disent. Les chefs d'entreprise de PME, de TPE disent sans le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, nous n'aurions pas pu maintenir l'entreprise, nous n'aurions pas pu investir. Donc c'est magnifique, c'était une belle mesure. 41 milliards de baisse de charges pour les entreprises d'ici 2017, je soutiens jusqu'au bout. Par contre, force est de constater que pour les grandes entreprises, les très grandes entreprises, elle ne joue pas vraiment le jeu. Moi, je me rappelle du badge qu'avait au revers de sa veste M. Gattaz, président du MEDEF. Nous allons créer 1 million d'emplois si le gouvernement baisse les charges. Le gouvernement a baissé les charges comme jamais. C'est la plus grande baisse de charges pour des entreprises et les emplois ne sont pas créés. Et on voit bien que dans certains domaines, il pourrait y avoir des efforts à faire. Le MEDEF dit aujourd'hui, mais les 3/4 des branches ont déjà signé des accords. C'est vrai, il reste quelques branches, mais oui, il reste des grandes branches. Donc nous verrons bien. Le fait que le Premier ministre dise cela, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Ça va pour inciter. Il y a des endroits où le CICE, le pacte de responsabilité, c'est une question de survie. Et je l'assume totalement, une question de survie, sans lequel l'entreprise aurait sûrement fermé la porte. Par contre, pour d'autres, c'est une question d'opportunité. Il faut donc conditionner, ça peut devenir une condition. Le Premier ministre a annoncé cela hier dans une rencontre. Nous allons en discuter. J'ai entendu que Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, approuvait
que les syndicats disent dans certaines filières, dans certaines branches, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. J'ai entendu le vice-président du MEDEF qui disait attention, il ne faut pas déstabiliser l'affaire parce que le CICE marche. Je suis d'ailleurs content qu'ils le disent. Donc maintenant, il va falloir trouver l'équilibre. Est-ce que c'est pas changer la nature même du contrat qui a été passé? Non. Non, parce que le CICE, c'est une baisse de charges pour les entreprises, pour développer la compétitivité, pour débloquer l'économie. Oui, mais donc on voit que là, ça ne marche pas. Justement, Bon c'est pas suffisant si Manuel Valls tape du poing sur la table. Et justement, nous assumons la politique de l'offre, nous assumons le fait d'avoir baissé les charges pour les entreprises comme jamais. Maintenant, de l'autre côté, du côté de l'entreprise, il faut un effort. On ne parle pas des PME, des TPE. Ça, c'est pas le sujet. Un patron de PME, s'il a besoin d'un compagnon, d'un collaborateur, il l'embauche. Nous parlons des grandes entreprises, des grandes filières. Alors, la crise de l'agriculture dans notre pays, elle est profonde, cette crise. Le commissaire européen en charge du dossier vient en France le 25 février prochain. Il demande à la France de revoir la taille de ses exploitations pour être compétitive. L'argent, ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord ? Oui, le commissaire européen a tendance à faire de l'ultralibéralisme sur le dos des agriculteurs. La crise est grave, mais on ne parle pas assez de ces femmes et de ces hommes qui travaillent 7 jours sur 7, qui ne prennent pas de vacances ou très peu, et qui ne vivent pas de leur travail. Dont certains vont fermer, là encore, leur exploitation parce qu'ils n'auront plus les moyens. Oui, mais ne faut-il pas accepter une mutation dans le secteur agricole ? Il faut toujours muter. Oui. Mais moi, je ne suis pas favorable au modèle ultralibéral, style ferme des 1000 vaches, où ce ne sont plus des exploitants agricoles, où ce sont des entreprises, où il y a des animaux à perte de vue et tout est automatisé. Le métier de paysan est un métier formidable. Et moi, je soutiens les agriculteurs, je soutiens les éleveurs, je soutiens les comment défendre notre modèle ? Donc, il faut avancer, à mon avis, dans 3 directions. D'abord, au niveau européen. Stéphane Le Foll, qui se bat depuis le premier jour, à fond, autant qu'il peut, était hier à Bruxelles. Il a réussi à mettre du côté de la France un certain nombre de pays, mais nous sommes minoritaires. Il faut que l'Europe accepte d'avancer sur les prix, en ne disant pas que c'est de la concurrence déloyale, accepte d'avancer sur les retraits, parce qu'il faut retirer que l'Europe achète des animaux. Le rôle de l'Europe, il est indispensable. Et puis, il faut que l'Europe travaille sur la levée de l'embargo russe, total ou partiel. Le deuxième niveau, c'est, je pense, la chaîne de distribution. Les abatteurs, les transformateurs, les grandes surfaces. Les images que je vois à la télévision, quand je vois qu'à côté du produit viande de France, il y a des viandes qui viennent d'Espagne, d'Allemagne, c'est la concurrence, c'est normal. Mais nous devons privilégier cela et il ne faut pas que les abatteurs et les grandes surfaces se fassent de la graisse sur le dos des agriculteurs qui sont en train de faire mourir. En attendant, sur le court terme, François Hollande a promis à la télévision, dans l'urgence, de tout de suite faire quelque chose sur les baisses de charges. Oui. Est-ce que ça a commencé ou c'est quoi le calendrier ? Je crois qu'il va y avoir une rencontre encore avec la filière et avec M. Belin, le président de la FNSEA. Je pense qu'il faut une baisse de charges massive, parce que les agriculteurs sont plombés par les charges, mais ça ne suffira pas. La troisième idée... L'Union européenne a déjà mis 500 millions d'euros sur la table, pour plusieurs pays. Oui, mais 500 millions d'euros pour l'ensemble de l'Europe, ça fait rien du tout, quelques euros pour l'éleveur français. Mais ça ne peut pas être toujours baisse de charges, subvention encore. Ces baisses de charges, elles sont indispensables. Moi, je les soutiens parce qu'il en va de l'avenir de notre agriculture. Mais il faut aller plus loin, il faut réformer les filières. Est-ce que le marché du cadran de Plérin a encore un avenir ? Est-ce que lorsque le gouvernement, dans une table ronde avec les distributeurs, les transformateurs, dit on va vendre à 1,40 € et que ça baisse, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ce n'est pas possible. Donc il faut une reprise en main, une reprise en compte de tout cela. Je crois que le gouvernement et le ministre de l'Agriculture y travaillent. Mais il faut des mesures fortes. Il faut, je pense, sur un sujet comme celui-ci, ne plus employer pas apporter les mêmes réponses, parce qu'il faudra toujours plus de subventions. Et les agriculteurs, les éleveurs, ce n'est pas de subventions qu'ils veulent, c'est des revenus pour vivre décemment. Didier Guillaume, on passe à la déchéance de la nationalité. Êtes-vous sûr que déjà dans votre groupe, ici au Sénat, vous allez tous reprendre le texte de l'Assemblée qui arrive, je crois, le 14 mars ici ? Est-ce qu'il y aura des défections dans vos rangs ? Vous êtes le patron, vous savez déjà ? Oui, je crois que les choses se passeront bien, mais si vous me le permettez, 13 novembre, attentat. D'ailleurs, je voudrais faire un clin d'œil ce soir au concert qui va avoir lieu à l'Olympia, hein, parce que c'est formidable qu'Eagle of Death Metal soit là, qu'ils invitent les blessés. Il faut se rappeler quand même ce que c'est. Puis le discours du président de la République le 16 novembre.
le Congrès debout à Versailles qui l'acclame, et puis une révision constitutionnelle dont on a vu qu'elle posait des problèmes, avec des gens de conviction. Il y a des gens qui étaient sur des postures dans ce texte, mais il y a aussi des gens de conviction. Le texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale, qui a été voté à plus des 3/5, on nous disait mais ça ne passera pas, l'état d'urgence, ça ne passera pas. Ça a été voté à l'Assemblée à plus des 3/5, est un texte de compromis. Et le groupe socialiste et républicain défendra ce texte de compromis à une immense majorité, voire à une quasi-unanimité. Qu'est-ce que vous sentez dans vos rangs? Mais j'ai entendu ce que dit le président du Sénat, j'ai entendu ce que dit le président du groupe Les Républicains au Sénat, il va falloir discuter. Comment allez-vous leur parler? Moi, je vais leur parler le langage de la vérité. D'abord, la nation française, les morts qu'il y a eu au Bataclan, ne peuvent pas être les otages de la primaire des Républicains. Ce n'est pas parce que François Fillon, Alain Juppé sont opposés à la déchéance que ceux qui les soutiennent doivent les suivre. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est pas la primaire à droite ou à gauche. L'enjeu, c'est la France. L'idée que nous faisons de la nation française. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est peut-être qu'en première lecture, le Sénat voudra bouger un certain nombre de choses. C'est sa responsabilité. Mais nous devons arriver. Nous devons avancer. Et moi, j'ai confiance au président Larcher, j'ai confiance au président du groupe Les Républicains. J'ai entendu avant-hier, que le président de l'UDI, Lagarde, a demandé aux sénateurs socialistes de voter le texte de l'Assemblée très massivement. Je crois que sénateur centriste, vous voulez dire. Sénateur centriste. Président de l'UDI. Sénateur centriste, de voter le texte le plus fortement possible. Nous allons discuter maintenant. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de se faire plaisir, il ne s'agit pas d'une chose trappe, il s'agit de la France. Et quand la France est en jeu, et peut-être en danger, les parlementaires ont toujours su se rassembler. Alors, et j'espère qu'ils est-ce que vous pensez qu'il y aura un congrès? Oui, aujourd'hui, oui, il y aura un congrès au mois de mai à Versailles. Je pense que c'est important, mais il faut aller vite. Nous parlons de ce sujet depuis le 16 novembre. Enfin, 6 mois, le président de la République l'a dit l'autre jour dans sa conférence de presse. Dans ce pays, maintenant, il faut 6 mois, un an et demi. S'il n'y avait pas congrès, à qui la faute? S'il n'y avait pas congrès, ce serait un échec pour la France. Et s'il y a un congrès qui réussit, ce sera une victoire pour la France. Véronique Jacquet. Parlons d'une méthode de gouverner. Le référendum local pour décider de l'avenir de Notre-Dame-des-Landes. Franchement, est-ce que c'est une bonne méthode? Vous qui êtes un élu de la Drôme, s'il y avait un référendum sur le nucléaire, donc chez vous, vous approuveriez? Ça ne fait que des mécontents. S'il y avait un référendum sur le nucléaire, très majoritairement, les élus de mon département, les citoyens de mon département voteraient pour, parce que le nucléaire est une énergie d'avenir, une énergie non polluante. Il faut continuer la recherche, la sécurité. Je réponds sur Notre-Dame-des-Landes. C'est la bonne méthode. Je veux vous le dire. Aujourd'hui, ce sont des postures politiciennes que nous sommes en train de voir. C'est la bonne méthode. Mais ça fait 40 ans que nous parlons de cet aéroport Notre-Dame-des-Landes. 40 ans. Et depuis 40 ans, il ne s'est pas fait. Pas sous tous les gouvernements, sous tous les premiers ministres, y compris lorsque Jean-Marc Ayrault, qui lui-même est favorable, était Premier ministre de la France. Aujourd'hui, il y a un blocage politique. Les recours vont être purgés jusqu'au bout. Moi, je propose 2 choses et je suis en phase là-dessus. Lorsque les recours sont terminés, il faut faire évacuer la ZAD. Plus de no-border. Plus de gens qui défient la République, plus de gens qui ne respectent pas les règles. Ça, c'est terminé. Il faut qu'elle soit évacuée, même si ça coûte cher, même s'il faut l'armée, même s'il faut les CRS. Nous ne pouvons pas accepter que des gens dans l'illégalité soient dans un endroit non approprié. Qui doit voter ce référendum? Alors après, c'est la discussion locale. Moi, je pense que il ne faut pas que ce soit évidemment que la commune ou que le département. Faut élargir. Je sais qu'il y a des problèmes juridiques. Mais enfin, ce n'est pas une réponse juridique dont il s'agit. Il faut-il, oui ou non, un aéroport? Les gens sont-ils, oui ou non, d'accord? Certains nous disent, tout le monde est d'accord, d'autres non. Eh bien, le référendum, c'est la bonne méthode et nous verrons bien. Il faut qu'il ait lieu avant l'été, très vite, pour que l'on n'en parle plus. Si c'est oui, il faudra lancer la construction. Si c'est non, stop. On arrête. Didier Guillaume, un remaniement qui a à moitié convaincu. Jacques Lang parle de replâtrage, un plan d'urgence sur l'emploi qui n'a pas l'air de susciter beaucoup d'enthousiasme. Quelles que soient les initiatives, au fond, on voit que François Hollande, ça ne marche pas trop. Alors, est-ce qu'il va finalement y avoir des primaires? Est-ce qu'il en faut? Est-ce que François Hollande est un candidat évident, selon vous? Un remaniement n'a jamais enthousiasmé les foules. On voit très bien que c'est soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons politiques à la majorité, peu importe. Je pense que les Françaises et les Français se fichent du remaniement. La question que vous posez, c'est est-ce que ce remaniement va permettre
de débloquer des choses dans ce pays, oui ou non, je l'espère. Et notamment sur l'emploi, le texte de Myriam El Khomri, sur l'économie, le texte de Michel Sapin, nous devons avancer. Nous devons mettre toutes nos forces jusqu'au bout du quinquennat dans la bataille. Quant à la présidentielle, Voilà. il reviendra au président de la République, à François Hollande, de s'exprimer. Un candidat évident? Moi, je souhaite qu'il soit candidat. Je suis opposé à la primaire, parce que c'est une primaire, lorsqu'on est à l'opposition, je peux le comprendre. Lorsqu'on est dans la majorité, le président de la République, s'il est candidat, ne peut pas faire le tour de France le soir et la journée régler ses problèmes. Je soutiendrai François Hollande s'il est candidat à l'élection présidentielle. Ce sera à lui de le dire. Vous l'aviez soutenu la dernière fois, parmi les premiers. Oui. Vous étiez peu nombreux? Très peu nombreux. Merci Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, sénateur de la Drôme, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité par les éditorialistes dans un instant. Voilà, aujourd'hui, comme chaque mardi, j'accueille Denis Jambard de Nice Matin. Bonjour Denis. Et Yves Tréhard du Figaro. Bonjour Cyril. Yves. On démarre tout de suite sur les chapeaux de roue avec vous. On a l'habitude sur ce qu'a dit Didier Guillaume, qui était l'invité de cette matinale d'info ce matin, le président du groupe socialiste au Sénat, en indiquant que Laurent Fabius, c'est bien qu'il ne cumule pas, même s'il renonce à contre-cœur. On parlait bien sûr de la présidence de la COP21. Laurent Fabius jette l'éponge à contre-cœur, je crois, à Denis Jambard. Oui, mais ça me paraît logique. On ne peut pas cumuler comme ça les fonctions. Je trouve que c'est une fonction éminente, la présidence du Conseil constitutionnel. Et même s'il faut reconnaître qu'il a porté cette COP 21, je pense que c'est la logique des choses et qu'il est normal qu'il renonce. Simplement, c'est une fois de plus une espèce de spectacle, de cafouillage. Bien sûr, je reste et puis je pars. Donc tout ça ne donne pas une très bonne image de la politique parce que ça ne donne pas une image de conviction. C'est Ségolène Royal qui a gagné, Yves Tréhard? Je ne sais pas si c'est Ségolène Royal qui a gagné. On comprend qu'il est une certaine tristesse parce que vous savez, il avait prononcé un discours avec la larme à l'œil. Il était très engagé là-dedans, donc on peut comprendre. Mais heureusement, la polémique n'a pas duré trop longtemps. C'était tout à fait impossible que le président du Conseil constitutionnel, qui est tenu un devoir de réserve très fort et qui en même temps pouvait être à la tête si vous voulez, du bon déroulement d'un contrat, puisqu'en fait c'est un contrat, la COP 21, ça paraissait complètement difficile. Et puis quel bénéfice il en aurait retiré? Rien. C'est lui qui a fait signer la convention du mois de décembre, donc c'était très bien. Alors, deuxième sujet abordé par Didier Guillaume ce matin dans cette matinale d'info, c'est Manuel Valls qui menace de conditionner les aides aux entreprises. Et Didier Guillaume a dit il faut un effort du côté de l'entreprise, des grandes entreprises, a-t-il précisé. Non, mais il n'a pas tort, mais je crois qu'il faut complètement changer à la fois la façon de faire du gouvernement, des gouvernements, avec un pays extrêmement jacobin, avec des gouvernements extrêmement dirigistes, qui soient de gauche et de droite, et la façon de faire aussi des représentants patronaux. Quand j'ai vu M. Gattaz se promener avec un pins, 1 million d'emplois, ça veut dire quoi? C'est pas lui qui les crée, les emplois. Il faut impérativement qu'on comprenne dans ce pays qu'il n'y a pas de recette magique. La seule façon de recréer de l'emploi et du dynamisme dans ce pays, c'est évidemment de baisser la pression fiscale et d'encourager l'investissement. Mais vous ne pourrez jamais dire on va créer tant d'emplois à la virgule près. Donc il faut créer les conditions et après voir si ça marche. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. Vous ne voyez pas en Allemagne, vous ne voyez pas en Angleterre, vous ne voyez pas en Espagne le gouvernement dire on va vous donner tant et ça va créer tant d'emplois. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de recette miracle, mais il en a une quand même. Ce sont les conditions qu'il faut créer. Et il a raison en revanche, M. Grenier, quand il dit que ce sont les grandes entreprises qui finalement ont profité du truc, du système, du dispositif, et qui n'ont pas créé d'emploi, bien sûr. Avec beaucoup de critiques, par exemple, on dit que la Poste a profité des choses. C'était la première bénéficiaire. C'est la première entreprise bénéficiaire, en effet, du CICE. Mais bon, je rejoins tout à fait l'analyse d'Yves, et je ne vais pas le contredire sur ce sujet-là. Simplement, pour résumer, on a un problème de compétitivité, on est mal adapté, et il est temps qu'on rattrape cette affaire-là, parce que sinon, on
continuera à perdre des parts de marché dans la compétition mondiale. Mais il y a une vraie urgence, quoi, quand même. Là, vraiment, quand vous voyez ce qui est devenu l'industrie française aujourd'hui dans le PIB français, mais c'est dramatique. On avait une industrie il y a encore 10 ans plus puissante que l'industrie anglaise. Aujourd'hui, ils ont 4 points de mieux que nous dans leur PIB en industrie. Donc c'est terrible. Rapidement, extraire. Je vais vous dire un truc. Si on veut préserver et créer de l'emploi, il faut envisager l'affaire du conflit des voitures de tourisme et des taxis tout à fait autrement qu'on l'a fait. Mais évidemment. C'est-à-dire qu'il faut à la fois accompagner pour voir comment on peut faire changer le statut les taxis sans les tuer. C'est ce qu'on essaie de faire quand même. Sans les tuer, oui, mais on n'a pas anticipé. Et puis, voir comment on peut développer les voitures de tourisme. Pareil pour les agriculteurs. J'entendais M. Guillaume, d'accord. Mais quand il dit il y a trop de charges, ils sont trop chargés. Mais ça fait des années qu'on le dit. Il a beaucoup pointé ça. Trop de charges, mais il y a 10 points de plus de prélèvements obligatoire chez les agriculteurs français que chez les principaux voisins de la France. Et deuxièmement, toutes les normes, ils croulent sous des normes qui les empêchent. Les parlementaires français sont plus royalistes que l'Europe. Ce n'est pas de la faute de l'Europe, la crise agricole. C'est de la faute principalement des politiques français. Denis Chambard. Mais je voudrais apporter une nuance sur l'agriculture. Quand vous regardez le bilan global de l'agriculture française, il reste positif. C'est vrai qu'on a une crise dans la filière de l'élevage, mais néanmoins, globalement, on a une agriculture très performante, avec un commerce extérieur sur le terrain agricole positif. Manuel Valls, hier soir, était en meeting dans sa circonscription à Corbeil-Essonnes et il a posé un avertissement sur un risque de dislocation irréversible de l'Union européenne, Denis Chambard. Oui, mais il faisait allusion au Brexit, bien sûr. Non, mais bien sûr, on est dans une période très tendue pour l'Europe, mais j'ai envie de retourner à la question. Que fait la France pour que l'Europe continue à exister? Quelle est sa proposition? Quelle est la vision d'avenir du gouvernement français et du président de la République? Moi, tous les échos que j'ai de Bruxelles, c'est que le chef de l'État, il n'intervient jamais dans les conseils européens, ou si peu. Et donc, est-ce que les Français ont entendu jeudi dernier le chef de l'État leur parler de l'avenir de l'Europe dans son intervention télévisée? Pas un mot. Il recevait quand même David Cameron à l'Élysée. Oui, mais enfin, il n'y a plus de moteur européen. Il n'y a plus de moteur européen. Chacun veut quitter l'Europe. Aujourd'hui, vous regardez... Vous tournez de tous les côtés, regardez ce que dit Renzi, Matteo Renzi, qui a renvoyé la Commission européenne dans ses buts la semaine dernière. Vous voyez les pays d'Europe centrale qui ne veulent pas jouer le jeu des règles européennes. Vous voyez l'Angleterre qui veut quitter, je dis bien l'Angleterre, parce que l'Écosse, ce n'est pas le cas, qui veut quitter l'Union européenne. Vous voyez bien que la France, qui ne fait absolument rien, qui est complètement immobile, comme dans la plupart des sujets d'ailleurs. Donc vous avez une espèce de délitement du projet européen qui est gravissime. Moi, je voudrais insister sur la responsabilité française. L'Europe, ça a quand même toujours marché à travers le couple franco-allemand. Toujours. Aujourd'hui, pourquoi ce couple marche mal? Parce qu'il y a une défaillance économique française et que la voie qui domine est la voie allemande. Il n'y a pas d'équilibre dans le couple européen qui fait marcher l'Europe. Un tout petit mot, puisque Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, y a pensé tout à l'heure. Les attentats du 13 novembre, des victimes sont très critiques devant la commission d'enquête parlementaire. Et surtout, la CIA pointe l'échec des services de renseignement français cette nuit. Ah oui, ils devraient balayer devant leur porte, parce que franchement, le 9/11, enfin le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient ça dans leurs ordinateurs, ils ont été incapables de le détecter. Donc ils ne devraient pas donner des leçons à la France sur ce terrain. Personne n'a donné de leçons à d'autres. Une transition formidable pour la une du Figaro, un métier qui attire de plus en plus les jeunes, c'est... La police. Alors, il n'y a pas que la police, il y a aussi la gendarmerie, il y a aussi l'armée. Oui. Il y a un mouvement. C'est la suite des attentats, c'est cette espèce de... Je crois qu'il y a une espèce, alors peut-être qu'il faut parler comme ça, de sursaut, si vous voulez, patriotique, qui fait que ces métiers passionnent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement les métiers de commissaire, d'inspecteur, c'est les métiers de policiers en tenue. C'est toute la filière. Et je crois que vous avez 53 000, tenez-vous bien, candidats pour à peine 10% de postes, si vous voulez. Donc ça va devenir un concours aussi difficile que l'ENA ou Polytechnique.
Il a eu une de Nice ce matin. Alors rien à voir, Denis Jambard. C'est le temps des carnavals. C'est un joli bouquet. À la fois, à Villefranche-sur-Saône, à côté de Nice, eh bien, il y a cette bataille de fleurs sur l'eau. Villefranche-sur-Mer. Villefranche-sur-Mer, oui, pas sur Saône. C'est aussi la période des citrons à Menton. Et donc, joli bouquet. Enfin, un peu quand même de fraîcheur dans cette atmosphère plombée. Denis Jambard et Yves Tréhard, joli bouquet. Merci à vous. Merci. À mardi prochain, Fleury. on se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos sur Public Sénat et Sud Radio. Merci à tous et bonne journée.